Au cours de cette capsule vidéo portant sur le projet intégré mixte prévu dans le cœur villageois, nous aborderons les grandes étapes de la procédure d'autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, couramment appelé le PPC-MOI. Nous identifierons les zones visées et contiguës, le processus d'approbation référendaire du projet particulier et les actions pouvant être entreprises par les personnes habiles à voter des zones concernées qui voudraient donner leur appui ou s'opposer à la demande. Un simple rappel pour débuter. Le terrain accueillant le projet intégré est situé près de l'intersection des chemins du Parc et Alfred Desrochers, dans le cœur villageois. Ce terrain est également adjacent à l'avenue des Jardins. Le projet en question vise la construction de 3 bâtiments commerciaux d'une hauteur de 12 mètres ou moins, dont l'un d'entre eux est destiné à recevoir une pharmacie et un autre est destiné à être occupé par une épicerie. Le projet en question vise également dans la portion nord du terrain la construction de 3 bâtiments résidentiels de 10 unités de logement chacun, répartis sur 2 étages et d'une hauteur inférieure à 10 mètres. La municipalité a récemment enclenché la procédure d'autorisation prévue au règlement 957 sur les PPC-MOI. Cet outil réglementaire vise à permettre, à certaines conditions, que le projet puisse être réalisé malgré le fait qu'il déroge à certains articles du règlement de zonage de la municipalité, soit par exemple l'usage résidentiel dans le présent cas. Cette façon de faire présente plusieurs avantages. Elle permet d'analyser le projet et de prendre en compte les caractéristiques du terrain, du secteur et les impacts anticipés avant d'autoriser ou non le projet. Elle permet également de limiter l'autorisation au terrain visé et non à toutes les propriétés de la zone. La consultation publique tient compte du projet et la municipalité peut imposer les conditions aux requérants afin d'atteindre les objectifs fixés. Le premier projet de résolution sur les PPC-MOI adopté par le conseil municipal ne vient pas autoriser l'ensemble du projet intégré, mais plutôt uniquement les éléments qui dérogent de la réglementation actuelle. Plus spécifiquement, ces éléments dérogatoires sont répartis en 2 catégories. La première catégorie correspond aux dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire que les personnes habiles à voter des zones concernées peuvent demander la tenue d'un référendum sur l'une ou plusieurs de ces 4 dispositions identifiées par les lettres A à D. Nous parlons des bâtiments résidentiels dans le projet alors que l'usage est interdit actuellement dans la zone, de l'absence de subdivision du terrain alors que plus d'un bâtiment est prévu sur le terrain, du taux d'implantation calculé sur la superficie totale du terrain et de l'absence d'une place publique à l'intérieur du projet. La seconde catégorie des éléments dérogatoires à la réglementation actuelle correspond aux dispositions qui ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire qu'aucun scrutin référendaire ni vote ne pourra porter sur ces dispositions identifiées par les lettres E à G. Plus précisément, nous parlons des circuits de distribution électrique sur le site, du taux de verdissement et des aires de manutention pour les 2 bâtiments commerciaux de plus petite superficie. Passons maintenant au secteur concerné. Les zones visées et contiguës sont situées approximativement entre les établissements hôteliers l'Estrémont, le Manoir des Sables et l'Hôtel Chéribourg. La zone C2 est la seule zone visée. Les 2 lots du projet intégré sont situés entièrement à l'intérieur de cette zone. On retrouve dans la zone C2 les propriétés situées au 1909 et 1920 chemin Alfred Desrochers, 2387 chemin du Parc, les 2 lots visés par le projet, ainsi qu'un lot appartenant à la municipalité. Nous dénombrons également 6 zones contiguës. Celles-ci sont adjacentes à la zone C2. Nous retrouvons la zone R27 au nord, composée des propriétés du domaine des Clos des Pins, ainsi que des propriétés du domaine Les Jardins du Golfe. La zone R26, composée des propriétés possédant les numéros impairs de 21 à 61 avenue des Jardins. La zone M24, composée du lot 5 790 351 adjacent à l'avenue des Jardins et de la rue de la Sarcelle. La zone R23, composée des immeubles à condos possédant les numéros pairs de 4 à 36 rue de la Sarcelle. La zone P32, qui est composée d'un terrain municipal, soit la mairie et le parc Catchpa. Et finalement, la zone C3, qui est composée des propriétés suivantes. Le long du chemin du parc, les propriétés situées entre le parc Catchpa et l'avenue de l'Auberge approximativement, les 3 et 7 rue de la Croisée, les 246, 247 et 251 chemin Courtemanche, un chemin Baise,
les lots 3786-616 et 3786-602, ainsi que 4 lots appartenant à la municipalité. La procédure d'autorisation du projet particulier est longue et complexe. Elle est encadrée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Elle fut débutée le 2 avril 2024 par l'adoption d'un premier projet de résolution par le conseil municipal après que le comité consultatif d'urbanisme ait formulé une recommandation. Une assemblée de consultation publique portant sur les résolutions adoptées se tiendra le 13 mai 2024, durant laquelle les personnes intéressées pourront poser leurs questions et présenter leurs commentaires à la municipalité. Une fois le second projet de résolution adopté lors d'une séance du conseil prévue au mois de mai ou juin, le processus référendaire débutera, ce qui pourrait mener à une entrée en vigueur de l'autorisation du PPCMOI vers la fin de l'été 2024. Une fois les autres autorisations accordées, notamment celles relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, qui traitera plus en détail l'image architecturale des bâtiments, dont les matériaux et les couleurs, nous pouvons envisager la délivrance des permis de construction vers la fin de l'année, le tout dépendamment des étapes identifiées en orange à l'écran. Regardons plus en détail les 3 grandes étapes du processus d'approbation référendaire. Ce sont au cours de ces étapes que les personnes habiles à voter des zones visées et contiguës peuvent se manifester auprès de la municipalité pour demander la tenue d'un scrutin référendaire. Ces étapes sont déterminantes pour le projet. À la première des 3 grandes étapes du processus d'approbation référendaire, seules les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire peuvent déposer à la municipalité et signer une demande. Certaines conditions prévues dans la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités doivent être respectées. Pour déposer une demande, cela peut être une personne physique, un propriétaire unique non domicilié d'un immeuble, un occupant unique non domicilié d'un établissement d'entreprise de la municipalité, un copropriétaire non domicilié d'un immeuble et une personne morale. Les conditions s'appliquent à chacune de ces situations. Pour ceux et celles qui se demandent comment et à quel moment il sera possible de déposer une demande à la municipalité, nous vous conseillons de surveiller les avis publics à partir de la mi-mai. Ceux-ci seront notamment affichés sur le site Internet de la municipalité et l'information sera également reprise dans une infolettre. Approximativement vers la fin du mois de mai ou en juin, une période de 8 jours sera accordée aux personnes habiles à voter des zones concernées pour soumettre une demande de participation à un référendum, soit l'étape 1. Une telle demande devra respecter les conditions suivantes. Soumettez une demande écrite à la municipalité, indiquez clairement la ou les dispositions qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, c'est-à-dire votre zone. La demande doit être reçue au bureau de la municipalité à l'intérieur de la période accordée. Pour la période, veuillez vous référer à la vue publique. Et une ou plusieurs personnes habiles à voter peuvent apposer leur signature sur le document. Il est possible d'obtenir un formulaire à la mairie et sur le site Internet de la municipalité. Pour qu'un registre soit tenu, soit à l'étape 2, la demande doit respecter les conditions précédentes et doit être signée par au moins 12 personnes habiles à voter de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes habiles à voter dans la zone n'excède pas 21. Le nombre est calculé zone par zone. À la fin de la période de 8 jours, voyons ce qu'il arrive si aucune demande valide n'a été déposée. Pour ce scénario hypothétique où il y aurait moins de 12 personnes habiles à voter qui ont signé la demande dans chacune des zones R27, R23 et C3, ainsi qu'une minorité de personnes habiles à voter pour les zones C2, R26, M24 et P32, la municipalité ne tiendrait alors aucun registre ni scrutin référendaire, soit les étapes 2 et 3. Cette situation entraînerait une possible entrée en vigueur dans les semaines suivant l'adoption de la résolution finale, ce qui permettrait d'envisager la délivrance des permis de construction vers la fin de l'année 2024. À la fin de la période de 8 jours de réception des demandes, voyons maintenant ce qu'il arrive si des demandes valides ont été déposées à la municipalité pour seulement 2 des 7 zones. Pour ce scénario hypothétique,
la majorité des personnes habiles à voter de chacune des zones C2 et R26 a signé une demande de participation à un référendum. Pour ce scénario, le nombre minimal de signatures n'a cependant pas été atteint dans les 5 autres zones. La municipalité ouvrirait alors un registre pour les zones R26 et C2, soit l'étape numéro 2, le tout pour déterminer s'il y aura suffisamment de signatures au registre pour justifier la tenue d'un scrutin référendaire qui est l'étape numéro 3. Dans ce scénario hypothétique, seules les personnes habiles à voter des zones R26 et C2 pourraient signer le registre. Les personnes des 5 autres zones qui n'ont pas franchi l'étape numéro 1 ne pourraient pas participer aux étapes 2 et 3, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas le droit de signer le registre ni voter au scrutin pour ce scénario. L'entrée en vigueur du PPC-moi dépendrait alors des résultats au registre et au scrutin référendaire si un tel scrutin est tenu. Le constat que nous pouvons faire pour ce scénario hypothétique est que quelques personnes habiles à voter des zones R26 et C2 pourraient décider si le projet tel que présenté est refusé ou non. Cela démontre l'importance de participer à l'étape 1 pour tous ceux et celles qui sont intéressés par le projet, que ces personnes soient pour ou contre le projet en question. Pour ceux et celles qui sont favorables à la demande et qui souhaitent la réalisation du projet, soumettez une demande de participation à un référendum pour votre zone afin de pouvoir obtenir le droit de voter à un éventuel scrutin référendaire. Toutefois, il sera important de ne pas signer le registre. Et si un scrutin référendaire est demandé, il sera plus que pertinent pour vous d'aller voter. Pour ceux et celles qui sont défavorables à la demande et qui ne souhaitent pas la réalisation du projet tel que présenté, soumettez une demande de participation à un référendum pour votre zone afin de pouvoir obtenir le droit de voter à un éventuel scrutin référendaire si le nombre de signatures est suffisant. Il sera également important de signer le registre le moment venu. Et si un scrutin référendaire est demandé, il sera plus que pertinent pour vous d'aller voter. Dans l'éventualité où une majorité de personnes se montrent contre la demande lors du scrutin référendaire à l'étape 3, l'autorisation sur le PPC-moi ne pourra pas entrer en vigueur. Toutefois, le promoteur pourra tout de même obtenir des permis pour la construction des immeubles commerciaux, car ces usages sont déjà autorisés dans la réglementation actuelle. En résumé, que vous soyez favorable ou défavorable aux éléments de la demande de PPC-moi qui sont susceptibles d'approbation référendaire, il sera important de signifier votre intérêt à la municipalité dès la première étape en soumettant une demande de participation à un référendum. Nous vous rappelons que les éléments susceptibles d'approbation référendaire portent uniquement sur les bâtiments résidentiels dans le projet, l'absence de subdivision du terrain, le calcul du taux d'implantation sur la superficie totale du terrain et l'absence de place publique à l'intérieur du projet. Ce sont sur ces 4 éléments que les personnes habiles à voter des zones concernées peuvent demander un vote. Si un registre est demandé, seuls ceux et celles qui sont défavorables devraient signer le registre. Et en terminant, n'oubliez pas de suivre les avis publics et les infolettes ces prochaines semaines et ces prochains mois pour connaître les consignes et les conditions pour chacune des étapes.